Vous souhaitez la bienvenue à tous à cet événement organisé donc, par l'INA où vous êtes et avec l'UPP avec qui nous sommes à l'initiative. Je vais vous présenter rapidement donc, le thème du jour que vous avez dû voir qui nous intéresser à comment facturer une prestation vidéo quand on est auteur-photographe, sujet qui peut s'avérer assez délicat, je pense que vous le savez tous, et sur lequel vous posez probablement beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre aujourd'hui. Pour ça, j'ai avec moi Yann Quinjot, qui est photographe vidéaste, également administrateur à l'UPP. Qui va vous donner un petit peu là où on en est actuellement et faire le point avec vous sur ce dossier. Et Frédéric Blasi, qui est responsable de formation à l'INA et qui s'occupe du droit des médias. Je vais me présenter aussi brièvement. Stéphane Chung, je suis responsable de formation également à l'INA, en charge de la filière photographie, donc toutes les formations en photographie et de la filière montage post-production. Je propose rapidement, je vous présente peut-être juste le lieu où vous êtes aujourd'hui. On est à Issy-les-Moulineaux, dans un des centres de formation de l'INA. Nous avons un deuxième centre qui est beaucoup plus important, qui est à Brie-sur-Marne. Peut-être que certains le connaissent parce que j'en ai accueilli certains d'entre vous déjà en formation. Nos formations sont réparties sur ces deux sites et sur la partie photographie, ça fait de nombreuses années qu'on amène beaucoup de photographes vers la vidéo, sur les parties techniques, artistiques. Vers la post-production aussi dans ce prolongement également, et que beaucoup de questions se posent sur les possibilités concrètes pour un photographe aujourd'hui d'aller plus vers la vidéo, de voir comment ça s'articule avec sa façon de travailler en termes de droit d'auteur et tout ce qui pourrait aller avec. Yann, je vais commencer par toi. Tu nous présenter pas mal de choses aujourd'hui assez concrètes sur ce qu'un auteur-photographe peut faire ou ne pas faire. Donc voilà, je te laisse la parole et commencer tout ça. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, comme Stéphane l'a dit, moi je suis photographe vidéaste. J'ai attaqué la vidéo il y a entre 3 et 4 ans. Et assez rapidement, comme vous avez dû tous et toutes y être confrontés, s'est posé la question de la facturation. La facturation, pour simplement vous le rappeler, on a deux questions qui se posent. Quand on facture de la vidéo, c'est aussi le cas en photo, il y a la question sociale. À quel organisme social est-ce qu'on verse les cotisations sociales? Ou en tout cas, l'organisme dont on dépend dans notre statut, est-ce qu'il va accepter ces prestations vidéo? La deuxième chose, c'est un aspect fiscal, notamment au regard de la TVA. Et celui-là, on en parlera moins ce soir, je vous expliquerai pourquoi. Je vais revenir rapidement sur la production audiovisuelle classique. Alors pour ceux qui font parmi vous de la vidéo depuis longtemps et qui connaissent bien le milieu audiovisuel, ça ne va pas vous apprendre grand-chose, mais juste pour vous resituer, d'où on partait et pourquoi nous, photographes, et notamment les photographes auteurs, on a quelques soucis. Sur des productions audiovisuelles classiques, on a un certain nombre d'étapes dans un flux de production de vidéo qui commence évidemment à l'écriture, la conception. On a une partie de production qui va quand même couvrir tous les aspects administratifs, logistiques, coordination des tournages, etc. On a une partie de préparation du tournage, puis de tournage avec un certain nombre de départements, que ce soit le département image, le son, et puis la réalisation, évidemment. Et puis après ça, toutes les étapes de post-production, le montage, l'étalonnage, les effets spéciaux, et puis la partie son à nouveau. Pourquoi est-ce que je vous parle de toutes ces étapes du flux de production? C'est parce que dans une production audiovisuelle classique, les équipes de tournage sont souvent assez importantes. Et en tout cas, les intervenants ont souvent des postes bien définis et qui peuvent être assez variés, depuis évidemment tous les chargés de production sur les aspects très administratifs, la partie réalisation avec les réalisateurs, assistants réalisateurs,
En image, on a un chef opérateur, souvent, on a des cadreurs, assistants cadreurs, la partie son, et même chose en post-production, on retrouve cette segmentation avec un monteur, un étalonneur, un mixeur, etc. Le gros changement de la donne en fait sur la partie vidéo, c'est que depuis 2008-2009, nos boîtiers photo, avec notamment l'arrivée du 5D Mark II, ont commencé à intégrer des modules vidéo. Et ce qui avant nécessitait des gros moyens quand même, ou en tout cas des grosses caméras pour faire des tournages, tout photographe qui avait un boîtier photo, depuis lors, a pu commencer à faire de la vidéo. La même chose, les logiciels de post-production, qui pendant assez longtemps étaient lourds et coûteux. Rapidement, on a eu sur le marché des logiciels qui arrivaient, soit les logiciels Adobe que tout le monde connaît, mais par exemple DaVinci Resolve, qui est un logiciel qui, pour une grosse partie, peut être utilisé de façon totalement gratuite en étant un logiciel professionnel totalement complet. Ça a fait que finalement les photographes ont pu faire très facilement de la vidéo. Les clients en ont demandé, souvent sur un motif simple, en disant vos boîtiers photo peuvent faire de la vidéo, donc finalement, vous me faites des photos, faites-moi des vidéos en complément. La petite chose quand même qu'il faut remarquer, c'est que le boulot de photographe et le boulot de vidéaste sont quand même deux métiers assez différents. Les méthodes de travail ne sont pas les mêmes, ce qui veut dire pour le photographe qui passe à la vidéo quand même la nécessité de se former et d'acquérir de nouvelles compétences. Ça, c'est la première chose. Le métier de l'image animée n'est pas le même que le métier de l'image fixe. L'approche n'est pas la même. Mais malgré ça, même si on a des flux de travail qui sont différents, on a quand même une chose qui revient, c'est que finalement, un photographe qui fait de la vidéo, son approche va quand même être plus proche de celle qu'il a en photo que de celle des tournages audiovisuels classiques. C'est là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'un photographe, souvent, qui fait de la vidéo va travailler en équipe réduite ou très réduite, seul, à 2, éventuellement à 3, mais rarement en très grosses équipes. Il va travailler avec des gens qui sont très polyvalents, ou en tout cas le photographe qui fait de la vidéo aura besoin d'être très polyvalent. Et puis, les photographes, notamment pour les photographes qui travaillent en institutionnel, en communication d'entreprise, beaucoup de photographes sont souvent en statut d'auteur, et sont très très loin du monde des intermittents qui constituent habituellement les personnes qui travaillent en audiovisuel. Donc tout ça fait que l'approche du photographe en vidéo, elle est finalement très différente de celle en pratique, de celle qu'on a en production audiovisuelle classique. La question qu'on peut se poser, c'est un photographe qui fait de la vidéo, finalement, il peut avoir plein de manières de l'aborder. Alors un photographe, il peut être photographe réalisateur, c'est-à-dire intervenir vraiment sur l'aspect créatif, prendre une part de mise en scène, décider vraiment de la création du contenu. Et c'est finalement une démarche, cette démarche de photographe-réalisateur, une vraie démarche d'auteur-créateur. Le photographe, dans le même temps, il peut avoir une approche plus chef-opérateur, une démarche plus technique. Chef opérateur, pour ceux qui ne sont pas habitués, je vous le rappelle, souvent il est en charge du cadre et de la lumière. Finalement, le cadre et la lumière, c'est quand même le quotidien du métier de photographe. Donc finalement, le photographe très facilement peut arriver en disant moi je sais cadrer, j'ai une approche de la lumière, donc j'ai cet aspect-là. Mais là, on est sur une approche un peu plus technique. Et puis, on a aussi des demandes de clients où parfois le photographe, en vidéo, il peut être purement exécutant. Un client qui nous dit moi, j'ai besoin d'une captation vidéo, vous posez un boîtier, vous appuyez sur le bouton. Donc se pose quand même la question de le photographe, il sera quoi dans ce cadre-là? Simple exécutant technique, est-ce qu'il y aura aussi une question du lien de subordination avec son client? Ça, c'est pourquoi est-ce qu'on voit un peu ces trois approches. C'est parce qu'en fonction un petit peu de la démarche qu'aura le photographe, ce qu'il pourra facturer ou la manière dont il va aborder le problème de la facturation, ce ne sera pas forcément la même approche. Donc nous, à l'UPP, depuis à peu près 2 ans, on a commencé à essayer de vouloir clarifier les choses. Pour rien vous le cacher, la question de la vidéo pour les photographes, c'est un peu un feuilleton à épisode. C'est un peu une matière molle. J'aimerais vous dire que tout est gravé dans le marbre, mais je ne pourrais pas vous tenir ces propos. Et on a eu des réponses qui ont varié au cours du temps. On a eu récemment quand même des précisions, puisque se posait notamment la question de les photographes auteurs qui
arrivent à travailler sans trop de difficultés sous le statut d'auteur pour de la photo, que peuvent-ils faire en vidéo? Donc on s'est tourné vers l'AGESA, évidemment, organisme dont on dépend en tant qu'auteur pour la partie sociale. Et puis on a essayé de comprendre quelle était la position des organismes sociaux au niveau de l'AGESA. Et ils nous ont apporté des réponses que je vais vous détailler ce soir, simplement en y mettant un bémol. Comprenez bien que la question de facturer de la vidéo pour les photographes, ça ne va pas être gravé une fois pour toutes. À l'UPP, on va avoir un travail à faire qui va être de vérifier tous les 6 mois, tous les 1 an, savoir si la position des organismes sociaux, et notamment de l'AGESA, ne varie pas. J'aimerais bien vous dire qu'elle ne variera pas, mais je n'en ai pas de certitude et on ne sait pas non plus quel sera le devenir des organismes sociaux qui gèrent les auteurs. Donc voilà, ce que je vous dis aujourd'hui a quand même une certaine assise. On va veiller dans les prochaines semaines à bien se faire préciser par les différentes administrations, par des réponses écrites, leur position actuelle, tout en sachant que 6 mois ou 1 an après, malheureusement, ça aura pu changer. Voilà. Globalement, juste pour que vous compreniez le problème, en fait, au niveau des organismes sociaux et de l'AGESA, globalement, il y a 2 tendances, je ne vais pas dire qui s'affrontent, mais qui coexistent. On a d'un côté, en fait, notamment les associations de réalisateurs ou de réalisateurs de films institutionnels, qui, eux, viennent du monde de l'audiovisuel classique, donc qui, eux, prêchent, en fait, la nécessité de salariat et de salariat en intermittence et qui ne veulent entendre parler que de salariat. Et de l'autre côté, on a évidemment au niveau de l'AGESA le bloc des auteurs et par exemple les photographes qui se disant, moi finalement quand je fais un travail vidéo avec mon boîtier photo, mon outil de travail, mon travail n'est pas fondamentalement différent de ce que je fais quand je fais une prise de vue photo et il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas être considéré comme le travail d'auteur. Donc ce sont vraiment les 2 grands blocs qui sont présents au niveau de l'AGESA et c'est pour ça que leur position, la position au sein de l'AGESA peut varier et on essaye que ça varie le moins possible au cours du temps. Je vais finir sur une dernière chose et après ça je vais rendre le micro à Stéphane. Un principe de base qui nous a été posé par l'AGESA, en fait pour répondre à la question qui était dans quelle mesure est-ce qu'un auteur peut facturer de la vidéo et que ça soit bien pris en compte dans ses revenus d'auteur. La première réponse de l'AGESA, et le point le plus important a été le suivant, c'est le commanditaire de la vidéo, donc le diffuseur, est-il un producteur audiovisuel, une société de production audiovisuelle, avec un statut de société de production audiovisuelle ou non? Et c'est pour eux le grand critère, le premier critère discriminant. Effectivement, donc c'est le premier élément de réponse très important fourni par l'AGESA, qui est donc lié au commanditaire et finalement au statut de ce commanditaire. Alors ça va influer énormément sur la position possible du photographe finalement, puisqu'il ne va pas avoir le même rôle exactement, je comprends bien, dans la production en elle-même. Alors, effectivement, ça influe sur le rôle du photographe, mais pas que. En fait, le problème de fond, c'est aussi de comprendre ce qu'est le producteur. Et là, Frédéric va être le mieux placé pour pouvoir nous le dire, mais c'est effectivement pour beaucoup de photographes, un producteur audiovisuel, c'est un peu un objet mystérieux. C'est-à-dire, quand on ne vient pas du monde de l'audiovisuel, on se demande bien ce que vient faire le producteur. Et je pense que Frédéric va être le mieux placé pour pouvoir nous préciser ça. Merci. Alors déjà, donc là on a parlé principalement statut fiscal, statut social. Moi je vais vous parler de droit d'auteur. Donc il faut savoir que la notion d'auteur au sens du code de la propriété intellectuelle n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on vous a expliqué avant en termes de code des impôts et de code de la sécurité sociale. Donc auteur c'est pas un métier. Vous voyez, photographe c'est un métier, mais auteur c'est pas nécessairement un métier. Dans le sens où pour le droit d'auteur, on ne va pas considérer nécessairement votre activité. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est-à-dire que là où finalement pour les impôts,
c'est quoi d'être un photographe? C'est de tirer l'essentiel de ses revenus d'une activité de photographe. Donc c'est assez tautologique comme définition, puisque c'est votre activité même qui définit ce que vous êtes. Un auteur, c'est quelqu'un qui crée des œuvres de l'esprit. Donc c'est une approche totalement différente, puisque là, vous n'allez pas véritablement vous définir par votre activité, mais vous allez être défini œuvre par le statut de ce que vous allez créer. Et donc là, je reprends sur ce que disait Yann. C'est extrêmement différent selon que vous soyez, entre guillemets, photographe-réalisateur, auquel cas, là, vous allez avoir une démarche artistique qui va, en fin de compte, vous allez avoir l'empreinte de votre personnalité qui va transparaître au travers de votre œuvre. Donc on va considérer que c'est une œuvre, et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à parler côté propriété intellectuelle. Si vous êtes que photographe, chef, opérateur, j'ai fini. C'est-à-dire que vous n'êtes pas auteur à ce moment-là. Vous serez technicien. Donc vous serez appréhendé par le droit au travers de votre rôle de technicien et au travers de votre rôle de salarié à l'égard d'une production audiovisuelle qui va appliquer la convention collective de la production audiovisuelle qui est prévue pour ça. Même chose si vous êtes simple OPV qui finalement captez un événement. Là encore, pas de question de droit d'auteur derrière. Donc ça, c'est déjà pour vous brosser un petit peu les différences d'approche qu'on peut avoir selon qu'on aborde les choses en termes de droit d'auteur pur et dur, code de la propriété intellectuelle, ou au regard de votre statut fiscal ou de votre statut social. Donc déjà, ça vient limiter. Il faut voir que le code de la propriété intellectuelle et le droit d'auteur de façon générale, il vit de façon totalement indépendante de ce qui se passe dans les autres branches du droit. C'est-à-dire que, je vais vous citer un peu quelques articles. L'article L111.1 du Code de la propriété intellectuelle, qui est le premier, vous dit que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas de dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa. Ça veut dire que vous pouvez toujours raconter « je suis photographe professionnel », ça ne vous donnera pas la qualité d'auteur au sens du droit d'auteur. Ce qui va vous donner la qualité d'auteur, c'est la reconnaissance du fait que vous avez créé une œuvre, donc quelque chose qui porte l'empreinte de votre personnalité. Donc ça va être quel est le degré de démarche artistique que vous avez concrètement apporté à l'œuvre en question. L'autre élément quand on passe en audiovisuel, parce que photographe, vous avez déjà l'habitude de gérer des questions de droit d'auteur lorsque vous êtes avec vos clients. En audiovisuel, on ne les gère pas du tout de la même façon. D'abord, première chose, on n'est plus dans une relation entre un photographe et un commanditaire, on est dans une relation à trois, entre un réalisateur, un producteur et un commanditaire. Donc, comment on va organiser contractuellement cette relation à trois et à quelle branche, finalement, vous allez être à la limite obligé de vous dédoubler peut-être, de devenir à la fois producteur et réalisateur, ce qui comporte des responsabilités qui ne sont pas les mêmes. Donc le producteur, c'est qui? C'est toujours, au sens du Code de la propriété intellectuelle, c'est celui qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. Vous allez me dire, oui, mais c'est celui qui me passe une commande. Eh bien non. Le commanditaire, c'est autre chose. Celui qui va porter la responsabilité et l'initiative, ça va être le producteur. C'est lui qui va finalement engager la relation principale. Sa relation principale, ce n'est pas avec son commanditaire. Sa relation principale, c'est avec ses auteurs. Réalisateur, scénariste. C'est ça qui compte. Un producteur, c'est quelqu'un qui, d'abord, son métier, ça va consister à aller vendre une idée, en gros, à établir un budget et à dire, ce produit-là, enfin cette œuvre-là, nécessite un budget de temps et pour la couvrir, ça va être comme ça. Donc ça, c'est la production audiovisuelle version, on va dire, télé. Là, dans le sens où on va être dans une production commanditée, où finalement, ça va être le commanditaire qui va définir déjà les prix. Donc on va s'adapter à ce qu'il propose. Le budget, il est déjà là. Donc on construit à rebours, mais pour le droit et pour la relation contractuelle, c'est la même. À savoir qu'on a toujours cette relation entre le réalisateur et le producteur. Donc le contrat de base, c'est le contrat de cession de droit d'auteur. Et ensuite, une fois que le producteur aura agrégé les différents droits, parce que d'abord, vous n'êtes pas forcément tout seul auteur, vous avez peut-être des comédiens, vous avez peut-être, etc. Donc, une fois que vous aurez agrégé ces droits, vous allez pouvoir les vendre les droits d'exploitation. Alors, le terme est impropre, c'est pas vendre, c'est les céder. Voilà. Vous allez pouvoir céder des droits à votre commanditaire. Et les droits en question, comment ça cède des droits d'exploitation? Ça cède en fonction de mode d'exploitation, durée, territoire.
Ça veut dire qu'il faut expliquer à l'entreprise qui est votre cliente que ce qu'elle a acheté, c'est pas elle. Alors ça, c'est assez compliqué à faire. Et vous allez en plus devoir lui expliquer que c'est pas, avec ce qu'elle vous a versé, c'est pas suffisant, il va falloir qu'elle verse encore de l'argent, parce que si vous êtes réalisateur, vous allez peut-être adhérer à la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, qui gère principalement le répertoire des films d'entreprise, ce qui peut effectivement correspondre à vos activités. Donc ça veut dire que vous allez devoir en plus convaincre votre client. Normalement, vous n'avez pas besoin de le convaincre, parce que c'est la loi, mais bon, c'est toujours un peu... Vous allez devoir convaincre votre client en plus d'aller passer un contrat au titre du droit de représentation. Mettons, il met sur son site internet. Les droits que vous lui aurez apportés en tant que producteur ne seront pas suffisants. Ils devront acquitter des droits auprès de la SCAM, qui ensuite va vous les reverser, évidemment. Donc voilà. Donc, le mécanisme général en matière de droit d'auteur dans l'audiovisuel, si on peut résumer ça à grands traits, c'est d'abord couper les droits au maximum, de façon à toujours faire en sorte que l'auteur ne se départisse pas parce qu'il est dans une relation de force avec un co-contractant, qu'il ne se départisse pas de ses droits d'auteur. Ensuite, agréger ses droits au niveau collectif. On n'est pas seul, parce que seul, on n'a pas de force. Donc, on est à ce moment-là affilié à une société de gestion collective, parce que c'est ça qui donne justement la force nécessaire pour pouvoir négocier avec des diffuseurs et pour être à ce moment-là dans une relation plus équilibrée. Donc, le mécanisme, il est celui-là. Il est assez différent de ce qu'on peut trouver dans une relation, on va dire, client-fournisseur traditionnelle. Il faut comprendre que quand on s'adresse à un public d'entreprise, direction de communication d'entreprise, ce que je vous raconte, il y a peu de gens qui le savent. Donc ça veut dire que vous devez en plus leur expliquer. D'où l'importance justement de ce type d'opérations qui vous permettent d'arriver collectivement et de pouvoir disposer éventuellement de supports, de présentations, etc., qui vous permettent de porter un discours. Et voilà, mais disons que c'est la façon de fonctionner dans l'audiovisuel. Alors évidemment, ça peut sembler une usine à gaz, mais l'usine à gaz existe déjà, et elle fonctionne comme ça. Voilà, donc je viens juste de vous la brosser à grands traits, après il suffit de s'habituer à deux, trois particularités de fonctionnement. Mais grosso modo, voilà l'essentiel de ce que je peux vous raconter sur la notion de producteur audiovisuel. Du coup, par rapport à tout ça, hein, ce qu'on peut en retenir aussi, hein, si je reprends vos deux interventions. Donc, ce qu'avait répondu l'AGESA sur le fait qu'il y ait donc deux cas de figure principaux, c'est-à-dire est-ce que c'est lié à la production. Yann peut peut-être conclure par rapport à ça. Du coup, si on définit maintenant un peu mieux qui peut être producteur et le photographe, est-ce qu'il va être réalisateur, producteur, les deux ou pas, et qu'est-ce que ça va finalement changer par rapport à sa gestion de droits d'auteur? Alors pour reprendre ce qu'a dit Frédéric, finalement notre problématique c'est de savoir est-ce qu'en vendant de la vidéo en tant que photographe, est-ce qu'on va s'inscrire dans ce formalisme qui existe du secteur de l'audiovisuel classique, ou est-ce qu'on peut être dans un formalisme qui finalement est plus proche de ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on travaille avec nos clients en photo. Donc cette question de la GSA qui était le diffuseur, le commanditaire, pour reprendre leurs termes, est-ce que c'est un producteur audiovisuel ou non? Donc, le principe chez eux est simple. Si jamais le commanditaire est un producteur audiovisuel, une société de production audiovisuelle, on retombe dans le schéma classique de l'audiovisuel. C'est-à-dire que soit le photographe a un vrai rôle de réalisateur, et dans ce cas-là, les réalisateurs, les choses sont assez bien définies. Il y a une part qui doit être versée en salaire, en intermittence du spectacle. Ça, c'est la rémunération de la partie technique, du travail technique du réalisateur. Et il y a une part qui est versée sous forme de droit d'auteur, qui correspond à la rémunération créative du réalisateur. Donc voilà, premier cas de figure, le diffuseur le commanditaire est une société de production, le photographe travaille comme réalisateur, donc là c'est du salaire intermittence plus droit d'auteur. Deuxième cas de figure, le photographe n'intervient que comme chef opérateur. Il y a un réalisateur et il n'est pas co-réalisateur. Là, dans ce cas de figure, le photographe il est équipe technique
Donc ça ne peut être que du salaire intermittence et on ne peut pas avoir de droit d'auteur. Parce que, sauf dans quelques très rares cas, d'après ce que j'ai compris sur certains longs métrages, globalement, les chefs opérateurs, les directeurs de la photo, ils ne sont pas considérés comme étant créatifs. J'en laisse la responsabilité au secteur de l'audiovisuel. Deuxième cas de figure, le diffuseur, le commanditaire, n'est pas une société de production audiovisuelle. Et là, la réponse actuelle de la GSA, c'est de dire, si on est dans ce cas de figure, le commanditaire n'est pas une société de production audiovisuelle, vous pouvez adopter un formalisme simplifié et vous avez possibilité d'avoir une rémunération globale qui passe sous le statut d'auteur. Alors, ça peut être une rémunération globale en droit d'auteur, comme on pourrait avoir l'habitude de le faire lorsque, par exemple, sur une prise de vue photo, on ne fait qu'une session de droit d'auteur et qu'on ne facture pas de production. On a une partie des photographes qui choisissent de faire ça, qui passent la totalité de la rémunération sous forme de session de droit d'auteur et qui ne détaillent pas de production ou de post-production. Et ça peut être détailler la production, la post-production au niveau du tournage et la partie droit d'auteur. Alors, là où il faut être vigilant, et aujourd'hui je n'ai pas de réponse absolue à vous apporter, c'est que là on parle de l'aspect social. C'est-à-dire en fait, est-ce que ces revenus qu'on sort de la vidéo, est-ce qu'ils vont bien être pris en compte par la GSA ? Par exemple, pour des gens qui sont assujettis, qui passent à l'affiliation, est-ce que les revenus ne vont pas leur être refusés ? Et est-ce qu'il n'y aura pas de problème au niveau des organismes sociaux ? Mais ça ne règle pas le problème fiscal, ça ne règle pas le problème de la TVA. C'est-à-dire que ce soit en photo ou en vidéo, on a le même problème, c'est qu'aujourd'hui, la position des centres des impôts commence à devenir un peu floue, et alors qu'on pensait pouvoir tout facturer à de la TVA à taux réduit, droit d'auteur et opérations concomitantes, aujourd'hui c'est remis en cause par certains centres des impôts. Donc je vous engage à beaucoup de prudence sur la question de la TVA, de savoir si la partie production, post-production, c'est du 10 ou du 20%. Et nous, de notre côté à l'UPP, on a engagé un groupe de travail pour clarifier ça au niveau des services fiscaux, le clarifier au niveau de nos prestations en photo, mais ce sera aussi le cas de le clarifier pour la partie vidéo, puisque le problème sera exactement équivalent. Pour reprendre et résumer, parce que c'était quand même ta question, de résumer et de conclure, je crois. Donc, si jamais on a un producteur audiovisuel qui est le commanditaire, donc pour le photographe, il y a forcément un contrat d'intermittence au minimum, et si les réalisateurs, il y a des droits d'auteur. Se pose la question, si jamais le photographe travaille en équipe réduite, mais qu'il a besoin de faire travailler des gens qui ne seraient pas en statut d'auteur et qui ont besoin, eux, d'être salariés intermittents. Alors c'est quand même un cas de figure qui peut arriver. Vous êtes photographe, on peut travailler seul en vidéo, c'est quand même pas très fréquent parce qu'assez rapidement, on est l'homme orchestre et on n'arrive pas à tout faire. Et vous pouvez avoir besoin de faire travailler un chef opérateur son pour faire une prise de son, de faire travailler un cadreur, etc. Et des gens qui viennent du secteur audiovisuel classique. Et quand c'est le cas, les gens qui viennent du secteur audiovisuel, qu'est-ce qu'ils vont vous demander ? C'est d'être salarié en intermittence. Évidemment, vous, en tant qu'auteur, salarier quelqu'un, c'est jamais très simple, mais surtout, nos codes d'activité de photographe-auteur ne nous permettent pas de salarier en intermittence. Il n'y a que certains codes d'activité qui relèvent de l'intermittence du spectacle et on n'en fait pas partie. Donc là, se posera cette question, et du coup, il y a aujourd'hui quand même une solution. Donc, soit ça reviendrait à ouvrir un statut de production audiovisuelle, première solution, mais on en reparlera, ça c'est plutôt envisagé dans un deuxième temps. Une solution un peu de facilité serait de passer par une structure intermédiaire qui, elle, gère l'aspect administratif et gère l'aspect de salariés en intermittence. Et c'est aujourd'hui possible, notamment avec tout ce qui s'appelle les coopératives d'activité et d'emploi, les SCOP, les SCAE, les SKIC, qui sont des structures coopératives qui vont... J'ai pas le droit de dire faire du portage salarial parce que ça les fait hurler. Ils disent que c'est pas du tout ça. Mais voilà, qui prennent en charge l'aspect administratif. Et il y a une limite, c'est qu'il faut que ces coopératives elles aient un statut de production audiovisuelle. Donc globalement, en France, il y en a au moins 3 qui peuvent faire ça. Il y a Smart FR, il y a Clarabis, il y a Copétic. Ce sont des structures qui, elles, aujourd'hui, permettent de faire ça. Mais globalement, ça veut dire qu'on repasse finalement sur un modèle classique du secteur audiovisuel par l'intermédiaire de ces coopératives d'activité et d'emploi. Et dernier cas de figure pour terminer, donc le commanditaire qui n'est pas producteur audiovisuel, donc l'acceptation par la GSA à ce jour
dans leur dernière position d'une rémunération globale possible sous le statut d'auteur. Un devis au formalisme simplifié, comme on a l'habitude de le pratiquer en photo, à la différence finalement de ce qu'expliquait Frédéric, qui est dès lors qu'on rentre dans le système de l'audiovisuel classique, il faut des contrats d'auteur rédigés ou des contrats de réalisateur, ou enfin tous les... Surtout la différence entre les deux, je ne l'ai peut-être pas suffisamment insisté dessus, c'est que le principe de la rémunération en matière de cession de droit audiovisuel, c'est pas le forfait, c'est la proportionnalité. Donc c'est des régimes de rémunération qui n'ont pas grand-chose à voir, puisque le forfait est censé être l'exception. Voilà. Donc c'est ce qui fait justement, c'est la base de la mécanique de la gestion collective. Voilà. Donc c'est des structures de contrat qui n'ont pas grand-chose à voir. Effectivement, puisque nous, on a quand même un fonctionnement qui est très souvent sur des bases forfaitaires. On peut avoir certains cas de figure, mais dans notre pratique courante, il est rare qu'on prévoie des rémunérations proportionnelles dans le temps aux utilisations avec des redditions de comptes auprès de nos clients à échéance déterminée. Bon, c'est quand même peu fréquent. Donc voilà, c'est un peu cette question aussi, c'est est-ce qu'on peut être sur un formalisme simplifié de nos devis qui prévoit bien sûr ce que prévoit aussi nos sessions de droit en photo, qui est toujours des utilisations déterminées, une session de droit pour des utilisations déterminées, une extension géographique, une limitation de la cession de droit dans le temps, mais on revient sur des choses qu'on pratique couramment. La position de la GSA aujourd'hui serait qu'on peut travailler à plusieurs auteurs sur une vidéo. Quand je dis travailler à plusieurs auteurs avec, a priori, le paiement à un auteur et une rétrocession possible de droits d'auteur. Je vous explique ça pour vous donner l'idée, mais c'est pour l'instant encore avec des guillemets, parce que j'attends la réponse écrite et la position écrite de la GSA. Une chose est claire, c'est que sur la partie cotisation sociale, si jamais l'un des auteurs est précompté, la question des cotisations de la contribution diffuseur, la GSA aujourd'hui a une position qui est très claire. Il refuse de façon complète et absolue qu'il y ait une quelconque collecte par l'un des auteurs des cotisations sociales pour l'ensemble des auteurs. Alors ça, c'est un des rares trucs qui a rarement varié chez eux. Pour eux, ils sont sur une position très stricte du Code de la sécurité sociale. Et du coup, pour eux, le client doit verser les cotisations sociales, l'incidence sociale directement. Il en fait son affaire comme pour ce qu'on a en photo. Ça ne peut pas être collecté par un auteur. Mais voilà, a priori, aujourd'hui, ils acceptent une rétrocession de droits d'auteur entre les auteurs. On va quand même leur faire préciser les modalités pour qu'on n'ait pas de surprise. Et comme je vous le disais, ça fait partie des choses qu'on va mettre en ligne, sur lesquelles on va communiquer dans les semaines et les mois qui viennent, pour être sûr que leur position ne varie pas et qu'on puisse vous donner une façon de faire qu'ils aient bien validé par écrit. Voilà. Et dernière petite chose, je vais juste casser un peu quelques idées reçues qu'on a pu entendre un peu partout sur la question de la facturation de la vidéo par des auteurs. Alors la durée de la vidéo que l'on fait n'a aucune incidence sur la possibilité de facturer de façon globale sous le statut d'auteur ou de dépendre d'un statut audiovisuel classique. Ça m'a été confirmé par les services juridiques de la GSA. La question de la durée de la vidéo ne rentre pas en ligne de compte. Donc ça, on n'a pas à s'en préoccuper. Se poser la question de la publicité. Moi, j'avais entendu plein de fois des échos disant que la publicité ne pouvait pas être reconnue comme œuvre créative et ne pouvait pas être facturée sous régime d'auteur. Même chose, au niveau de la GSA, ils m'ont dit la publicité n'est absolument pas un cas particulier. Il y a une question à se poser, mais qui revient en fait sur ce qu'on a dit avant. C'est y a-t-il un lien de subordination pour des gens qui travailleraient en vidéo sur de la publicité, mais comme c'est le cas aussi en photo, s'il y a un lien de subordination entre le commanditaire et le photographe ou le photographe vidéaste, le lien de subordination, ça veut dire contrat de travail. Et dans ce cas-là, ça ne peut pas être en droit d'auteur. S'il n'y a pas de lien de subordination et qu'il y a un apport créatif du photographe vidéaste, ça peut être facturé de façon globale sous le statut d'auteur. Voilà. Donc on retombe de toute façon sur les mêmes questions et la publicité n'est pas un cas particulier.
Donc en résumé, bon, je vous le refais une troisième fois, mais vous l'aurez très bien compris, hein, on a les 3 cas de figure, commanditaire, société de production audiovisuelle. Là, ils peuvent vous faire évidemment un contrat de travail d'intermittent, et ils doivent vous faire un contrat de travail d'intermittent. Si jamais vous avez besoin de salarier des gens, cette question, enfin ce système des coopératives d'activité et d'emploi, sous réserve qu'elles aient un statut de production audiovisuelle, peut vous aider à gérer certaines prestations sans avoir à ouvrir de statuts différents si c'est ponctuel. Alors vous verrez simplement entre les coopératives, il y en a certaines qui fonctionnent sous forme de CDI et d'autres de CDD, donc allez creuser un petit peu de ce côté-là. Et lorsque la société, le commanditaire n'a pas de statut de production audiovisuelle, à nouveau, possibilité de facturation globale en droit d'auteur, avec la question de la TVA sur laquelle il faut faire attention. Dernière chose, et je repasse vers Frédéric, c'est il faut quand même se poser la question du volume, en fait, de la proportion de la vidéo dans son activité. C'est-à-dire que ce qu'on vous raconte là, lorsqu'on est photographe et qu'on a finalement des prestations vidéo qui ne sont pas majoritaires, évidemment, la possibilité de les passer sous un régime d'auteur présente beaucoup de facilités. Ça évite le cumul de statuts, ça évite des doubles comptabilités, etc. Enfin, ça a beaucoup de facilités. Si jamais la partie de production et de réalisation vidéo augmente de façon importante, il faut se poser la question de savoir si c'est bien le statut d'auteur qui est le plus adapté, s'il ne faut pas aller vers autre chose. Oui, parce que finalement, on parle de statut, régime, etc. Après, il y a une stratégie dans la gestion de votre activité qui est liée véritablement à votre niveau d'activité. Quelle est la proportion de votre travail qui est lié à la vidéo ou pas. Et évidemment, dans ce cas-là, on ne peut pas véritablement vous donner de schéma préétabli en vous disant c'est ce type de structure qu'il faut absolument adopter. Non, parce qu'il y a tout un tas de montages imaginables. Là, ça relève plutôt de la logique et de la compétence du conseil d'experts comptables, pas tellement du juriste, on va dire, pour adapter ou trouver véritablement une structure qui corresponde à la fois à votre activité aujourd'hui et telle que vous l'imaginez en termes de développement à 3, 4, 5 ans. Voilà. Donc, véritablement, là, on vous donne trois régimes, on va dire, simplifiés. Mais à savoir, nécessairement, vous devez forcément adapter votre stratégie de structure au travers de l'évolution de votre activité. On va prendre quelques questions. J'imagine qu'il y en a quelques-unes qui vont arriver. Je suis photographe, auteur. Le commanditaire, qui n'est pas une boîte de prod audiovisuelle, me demande une vidéo. Je suis auteur-réalisateur. J'ai besoin, par exemple, d'un ingé son ou d'un opérateur son. Je passe donc par du portage. Voilà. Est-ce que je fais partie de la portée du portage, moi en tant que réalisateur? Et au final, je facture quoi, comment? Et puis, dernière question, ça revient à ce que disait monsieur tout à l'heure, la proportionnalité. Si je veux introduire dedans une notion de proportionnalité, de temps, par exemple, voilà, pour une année, est-ce que je peux me débrouiller tout seul ou est-ce que ou est-ce qu'il est conseillé de passer par un organisme comme la SCAM? Voilà. Alors, pour le début de la question qui était... Vous avez un commanditaire qui n'est pas société de production audiovisuelle, mais vous avez besoin quand même, malgré tout, finalement, de faire travailler des gens, notamment ingé son, chef opérateur son, qui majoritairement vont être des gens qui ont besoin d'être salariés en intermittence. Vous passez par... alors, il ne faut pas leur dire portage, parce que je crois que les coopératives d'activité et d'emploi, ça les rend... rouge de colère quand on leur dit qu'ils font du portage salarial, donc ne leur dites pas ça. Non, mais vous passez par une coopérative d'activité pour gérer ça. Très souvent, en fait, quand on va être dans ce cadre-là, ça va être compliqué de tout tronçonner. C'est-à-dire que généralement, on va quand même être intégré, enfin, dans ce que je connais du fonctionnement des coopératives d'activité, on va souvent être intégré, on va intégrer de façon globale, en fait, toute l'équipe. Ce qui va se passer, c'est que généralement, nous, en tant que photographe, on va pouvoir avoir la fonction, la position de réalisateur, et du coup, revenir vers les règles qui, aujourd'hui, là-dessus, sont à la fois acceptées, mais même édictées,
par la GSA et sur lesquels ils communiquent sur leur site, qui est un réalisateur audiovisuel. La GSA considère que la part de rémunération sera à peu près de 60% en salaire d'intermittence pour 40% de droits d'auteur. Donc, globalement, ça se passe souvent de quelle manière? La coopérative d'activité et d'emploi, elle, avec un statut de production audiovisuelle, ça c'est un truc important, mais va gérer la partie administrative, va faire le devis, va faire la facture au client comme une prestation de service, je crois. Et nous, de notre côté, on va avoir un contrat de travail sur la partie réalisateur, aux dates du tournage et aux dates de travail, et on va pouvoir leur faire une note de cession de droit d'auteur sur la partie droit d'auteur. Et pour les personnes de l'équipe qui auront besoin d'être salariées, elles auront purement et simplement un contrat d'intermittence qui sera payé sur le budget global. Oui, mais si c'est la boîte de prod ou la société, je ne sais plus comment, La coopérative d'activité et la d'emploi, oui. coopérative qui facture à mon client, du Oui. coup, je perds ou bien la main ou bien la face. Enfin, Alors, perdre la main, non, parce que quand il y a ce type de contrat, le principe, c'est que les intermédiaires, cette coopérative d'activité, elle ne peut pas céder au client plus que ce qu'on lui concède comme cession de droit. Et après, l'encadrement de la cession de droit, il peut être restrictif. C'est-à-dire que ça, c'est une question qui se pose toujours pour les auteurs qui passent par ce type de structure. C'est finalement la crainte d'être dépossédé de ses droits d'auteur et d'être dépossédé de son travail. Donc, généralement, ça fait pas. C'est une manière de border les cessions de droit en autorisant une sous-cession, mais en restreignant l'usage par la coopérative. Après, perdre la face vis-à-vis du client. Je ne pense pas, parce que finalement, quand les coopératives interviennent, généralement, la facturation, elle est bien sûr faite administrativement en leur nom, mais c'est toujours au nom de l'activité de la personne qui arrive dans la coopérative. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas facturer au nom de la coopérative, ça va être la coopérative pour l'activité de Monsieur X dans sa partie de production vidéo. Donc après, il y a tellement de formes de facturation et de sociétés en France que je ne pense pas que ça perturbe beaucoup les clients là-dessus. Voilà. La seule chose, ça vous fait rentrer dans ce monde mystérieux et magique de l'intermittence que généralement nous ne connaissons pas en tant que photographe. Et la dernière partie de la question, je ne... Alors, pour qu'une société de gestion collective intervienne, il faut que vous ayez un contrat de cession entre vous, réalisateur, et un producteur. La clé, c'est le contrat d'auteur. Et le contrat d'auteur, il est conclu toujours entre un producteur et un auteur. C'est-à-dire que rien ne vous empêche d'être SARL producteur. En tant que gérant, vous signez d'un côté et vous êtes réalisateur, vous signez de l'autre. Voilà. Donc vous êtes à la fois auteur et producteur. Enfin, juridiquement, vous avez les deux casquettes à ce moment-là, mais c'est pas la même structure. Vous avez la personne morale d'un côté, donc vous pouvez être gérant, et puis vous en tant qu'auteur. Donc là, véritablement, il y a une cession dans l'auteur dans ce cas-là. Mais là, dans votre cas, vous me dites je suis tout, mais c'est-à-dire que juridiquement, vous devez vous dédoubler d'une façon, à un moment ou à un autre, pour avoir la possibilité de véritablement signer un contrat de cession de droit d'auteur. Ou pour présenter les choses plus simplement, pour des photographies, il m'arrive de faire de facturer de façon forfaitaire et globale pour l'utilisation de mes photographies pendant une année. Oui. Et puis, si deuxième année, on repasse à la caisse. D'accord ? Si je fais maintenant une petite vidéo simple que je vais gérer seul, est-ce que dans ce cas-là, je peux appliquer le même principe, c'est-à-dire que vous utilisez cette vidéo, vous la diffusez pendant une année, c'est compris dans le forfait initial, si plus, donc là on rentre dans la proportionnalité, si plus, Alors, en tant qu'auteur, placez-vous cette fois-ci en tant qu'auteur, vous allez avoir deux types de relations contractuelles. Vous allez avoir un apport de droit d'auteur auprès de votre société d'auteur, la SCAM. C'est-à-dire que vous lui apportez en gestion un certain nombre de droits. C'est-à-dire que ce n'est plus vous qui aurez le droit d'autoriser votre client à utiliser la vidéo, c'est elle qui le fera collectivement. Et vous avez un autre type de contrat qui est la cession de droit d'auteur entre vous et le producteur. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là où vous n'êtes plus limité nécessairement la limite dans le temps. Vous allez céder des droits à votre producteur pour un certain nombre de modes d'exploitation.
de durée, de territoire. Je dis n'importe quoi, 5 ans sur le territoire de la France pour des exploitations en institutionnel et sur Internet. Voilà. Bon. Ça, c'est les droits dont vous êtes départis, et c'est plus vous qui avez le droit d'autoriser, ce sera directement votre producteur qui aura le droit d'autoriser. En ce qui concerne, cette fois-ci, l'utilisation par le client final, par le diffuseur, que ce soit une chaîne de télé, que ce soit un site d'entreprise, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Cette autorisation, elle sera délivrée, si tant est que vous ayez fait ces apports auprès de votre société d'auteur, via la société d'auteur. Donc il y aura un contrat à ce moment-là entre votre client et la société d'auteur. Donc, si vous vous placez de l'autre côté cette fois-ci, si vous vous placez côté utilisateur, votre client, pour utiliser ce que vous lui avez livré, il aura besoin d'avoir un contrat avec un producteur, une cession de droit d'auteur, et pas une cession de droit d'exploitation d'un côté, et il aura besoin d'une autorisation de représentation qui va acquérir directement auprès de la société de gestion collective. Mais jamais personne n'est obligé, on ne vous met pas un fusil sur la tempe pour aller à la SCAM. Hein. Voilà, vous avez toujours la possibilité de gérer vos droits d'auteur seul. Voilà. Après, c'est la capacité, enfin ça dépend, en face de qui vous vous trouvez, et c'est une question de rapport de force après. Voilà. Oui, en complément, hein, je pense que ça rejoint aussi un autre sujet. Ce choix va vous rester de gérer ou pas seul, ou qu'on parlait tout à l'heure aussi d'avoir une globalité ou de séparer les choses. Il y a des choix qui vont vous rester, mais comme vous les connaissez déjà dans votre activité de photographe. Et là encore, tout dépend de votre activité et de la part que va représenter une partie vidéo dans votre activité. Le choix d'une structure plus adaptée à un moment donné que votre statut d'auteur peut s'avérer intéressant si l'activité vidéo devient principale. Et passer par la SCAM pour vos droits va être aussi intéressant si cette activité a pris une proportion importante et est tournée vers un certain type de diffusion. Donc tout ça est vraiment à adapter en fonction de ce que vous faites et dans quelle mesure vous le faites. Prudent avec la facturation de la TVA, ça veut dire qu'on part sur 20%? Alors, effectivement, je parlais d'être prudent avec la TVA. Ça, ce sont vraiment les dernières remontées qu'on a eues il y a quelques semaines sur des redressements, des contrôles fiscaux et des redressements. Au motif, alors jusqu'à présent, on était sur une situation qui semblait relativement claire. En principe, le Code général des impôts prévoit évidemment les cessions de droits d'auteur bénéficient d'un taux réduit de TVA. Et dans mon souvenir, que les opérations concomitantes à la cession de droits d'auteur peuvent bénéficier du même taux. Sauf que visiblement, certains services des impôts ont une interprétation différente. Et les bases de redressement à la TVA, elles étaient sur le fait que les auteurs avaient fait des cessions globales pour la totalité du prix de la prestation, des cessions de droits d'auteur, n'avaient pas distingué la production, la post-production, le droit d'auteur, et du coup, n'avaient pas distingué, les impôts considéraient que la production, la post-production auraient dû être à 20%. C'est toujours une question qui, à mon avis, reste à trancher et qui nécessite qu'il y ait une position écrite de la part des impôts, un rescrit fiscal, donc on va faire des démarches en ce sens. Mais aujourd'hui, alors les tenants de la fiscalité des auteurs qui sont très attachés au taux réduit pour l'ensemble des prestations des auteurs vous diraient que c'est scandaleux et qu'il faut que tout soit à 10%. Après, la prudence peut inciter, tant que les choses ne sont pas claires, à dire que si, surtout sur de la vidéo qui est, ce que disait Frédéric, on est sur quelque chose qui est un petit peu en marge du fonctionnement classique de l'audiovisuel. Donc, même chose, de quelle manière est-ce que les services des impôts aujourd'hui vont aller regarder fiscalement la facturation de prestations vidéo? Peut-être que de manière transitoire, la facturation de TVA à 20%, si on détaille de la préparation de tournage, du repérage, de la production, de la post-production, ça peut être une mesure de prudence. Maintenant, je ne connais pas de façon absolue la position des services fiscaux et ça fait partie des choses qu'on doit absolument éclaircir dans les mois qui viennent.
Mais ça fait partie des deux grandes manières de faire, pour avoir vu des modèles de factures, enfin de notes de cession de droit d'auteur, de notes d'auteur d'un certain nombre de confrères. On a vraiment les deux façons de procéder. Une partie des photographes-auteurs globalise tout, détaille bien sûr le contenu au niveau de la description du texte, etc., mais globalise les montants et les globalise au niveau de la cession de droit d'auteur. Et une autre partie de nos confrères détaille les montants consacrés à la production, à la post-production et à la cession de droit d'auteur. Mais dans un cas comme dans l'autre, en fait, on n'a pas aujourd'hui, depuis quelques semaines, quelques mois, on n'a plus de certitude sur la manière dont vont le percevoir les impôts. Donc j'ai pas de réponse absolue. C'est-à-dire que la seule chose que je peux vous dire, c'est aujourd'hui, on entame ce travail, on va se rapprocher des services fiscaux pour éclaircir ça, parce que c'est vital pour nous. On ne peut pas avoir dans nos activités un risque fiscal qui soit constant, y compris pour tous les professionnels qui souhaitent travailler dans les règles. Aujourd'hui, naviguer dans le brouillard, c'est pas gérable pour nous. Donc, dès qu'on va avoir une réponse ferme à pouvoir vous apporter, on communiquera sur le sujet. Mais aujourd'hui, malheureusement, j'ai aucune réponse ferme et fiable à vous donner. Oui, juste, est-ce qu'il y a des tarifs de base sur les prestations vidéo? Je veux dire, évidemment, ça dépend de qui on est, quelle est sa spécialité, etc. Je veux dire, des choses qu'on peut négocier, mais par exemple, dans la photo, on a des barèmes sur une utilisation selon la circulation, la photo, etc. Est-ce qu'il y a des notions pour un... Ça va être difficile d'avoir une réponse courte. Hein. Oui, il y a des choses qui existent, mais c'est tellement lié au type de diffusion. Enfin, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que la question peut être... cette question ouverte pourrait nous prendre, je pense, 1 ou 2 jours juste pour donner les réponses. Merci. Non, ça va être un petit peu délicat, mais oui. Alors, sûr, laissez-moi, par exemple, autrefois, ça a peut-être changé, mais autrefois, si on faisait un travail pour un journal, Time Magazine ou Paris Match, c'était un day rate, voilà. Donc, on était payé $400, $500, selon les époques, $700. Donc, quelque chose assez simple pour dire, ben alors, voilà. Peut-être que la seule chose que moi je vois qui reste très simple, c'est par rapport à des parties en salaire éventuellement sur un spectacle, il y a une convention collective et donc il y a un barème avec un minima de toute façon qui existe. Voilà, grille cinéma visuel. Donc là c'est la convention collective. Donc pour les parties en salaire, les choses sont un peu plus établies, en termes de minima en tout cas. Rien n'empêche d'aller au-dessus des minima. Pour les droits, par contre, peut-être. Alors sur la partie droit, j'ai pas plus de réponses parce que c'est quelque chose que j'ai cherché, mais en tout cas, s'il y a de l'information, elle est plutôt limitée aux syndicats professionnels et elle circule pas librement. Là où je voulais compléter la réponse de Stéphane, c'est que dans tous les cas, qu'on soit sur en fait un mode de rémunération en salaire ou qu'on soit sur un mode de rémunération passé sous un statut d'auteur, le fait d'être sur un mode ou sur un autre ne doit pas amener à une distorsion de concurrence. Je m'explique, évidemment, nos statuts d'auteur ont plutôt des taux de cotisation sociale avantageux par rapport à d'autres statuts. Dans tous les cas, le fait de pouvoir passer des rémunérations sur du travail vidéo en statut d'auteur ne doit pas conduire à baisser les prix par rapport à ce que ce serait si les gens étaient payés en salaire d'intermittence. C'est-à-dire que le minimum, un bon indicateur est de prendre les minima conventionnels sur les différents postes, et ça on les trouve facilement. Un chef opérateur au minimum à la journée est payé tant, un réalisateur est payé tant. De faire un calcul même approximatif de ce que coûtent les charges patronales sur ces salaires bruts et de se dire qu'on ne peut pas être payé moins que ça, sinon ça veut dire qu'on introduit une distorsion de concurrence dans le marché et qu'on déstabilise le marché. Voilà, c'est le premier conseil. Donc on a au moins une idée, une fourchette basse.
Bonjour, je voulais vous demander si on fournit un cas particulier, on fournit des séquences à un client qui n'est pas une société de production, mais les séquences fournies n'ont rien à voir avec une création, une belle œuvre de l'esprit. Je pense, parce que je veux démarrer cette activité, les séquences de drones, qui peuvent être donc des choses très techniques, industrielles, surveillance de chantier, qui peuvent être des choses plus artistiques pour des offices de tourisme. Voilà, on est dans quel cas dans ce cas-là? On va retomber sur la même question qu'on se pose en photographie. C'est-à-dire que aujourd'hui, comment on va gérer un photographe à qui on va, par exemple, qui est en statut d'auteur, à qui on va demander du packshot sur fond blanc? Pour être tout à fait franc, quand on est sur ce type de travail, le jour où on a un contrôle fiscal et que les impôts veulent évaluer le type de travail, ça va être exclu du statut d'auteur, parce que prouver l'originalité sur des images de packshot sur fond blanc, bon courage. Donc, alors, comment on fait après, pour, la ce solution cas-là peut être justement sur ces formes de un peu ces structures intermédiaires, ces coopératives d'activité et d'emploi, qui permettent en fait, c'est le cas en vidéo, mais c'est aussi le cas en photo. Aujourd'hui, ce cas d'un photographe auteur, qui aurait besoin de faire du mariage ou qui aurait besoin de faire du packshot, comment le fait-il légalement? En statut d'auteur, il ne peut pas. Donc la solution, et j'ai des confrères qui font ça, ils passent par ce type de structure, des coopératives d'activité et d'emploi, ils facturent de la prestation de services comme ça, ils payent des cotisations sociales de salariés, la TVA à 20%, et l'État est content. Les cotisations sont payées à leur taux le plus important, donc il n'y a pas de souci. En vidéo, ça peut être une solution aussi. Ce qui ne peut pas relever du travail créatif d'auteur et qui serait de la captation très basique, du travail sur lequel on ne peut pas justifier d'avoir fait de réalisation, sur lequel on n'a pas d'intervention sur le montage, etc., où vraiment tous les aspects créatifs sont absents. C'est un des moyens pour pouvoir facturer finalement comme une prestation de service et d'avoir beaucoup moins de risques d'avoir des soucis avec l'administration fiscale. Je refais la différence. La SCAM, on est sur les sociétés de perception et de répartition de droits collectifs. La SCAM est un équivalent de ce qu'on peut avoir comme la SAIF, comme la DAGP, comme la SACEM. Les sociétés coopératives dont je parlais, qui ont des statuts de production audiovisuelle, comme par exemple Smart FR, comme Copétic, comme Clarabis, elles sont des structures coopératives qui visent à supporter, à porter l'activité d'un certain nombre d'entrepreneurs dans tout type de secteur, du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de la photo, de l'art, etc. Enfin, beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de sociétés coopératives. C'est simplement un modèle qui est un modèle un peu alternatif au modèle d'entrepreneuriat individuel ou au modèle de société. Voilà. Le plus simple, c'est que souvent les coopératives d'activité font des réunions d'information. Donc généralement, des réunions qui sont assez courtes. Le plus simple, c'est d'assister à une de leurs réunions pour comprendre bien comment marche leur modèle. La question, c'est un photographe, auteur, qui réalise une production audiovisuelle, film, documentaire, reportage ou autre, mais avec un caractère artistique. Il la finance. Donc il a produit du début à la fin en solo. Il est contacté par une société de diffusion, je ne sais pas, télé ou autre. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe, c'est-à-dire exactement S'il a envie d'être diffusé, Oui. quelles sont les exigences qu'il doit avoir en face avec le diffuseur? Est-ce qu'il fait comme pour une photo? C'est juste un contrat d'achat de droit de diffusion, c'est tout. Alors, on va vous dire, pendant 48 mois, je veux passer X multidiffusion. Voilà, bon, là, vous serez sur simplement une négociation forfaitaire, pour le coup. Pour les droits cédés par le producteur auprès, à ce moment-là, de l'éditeur de services de télévision. Ce qui n'empêchera pas l'éditeur de services de télévision d'avoir un contrat annuel avec la SCAM par lequel remonteront les recettes qui seront versées cette fois-ci à l'auteur. Même si vous êtes les deux, vous voyez, c'est toujours... Donc alors, dans ce cas-là, on devient producteur sans statut, en fait. Vous êtes producteur. Voilà. Ok. Si vous avez payé, vous êtes producteur.
peu importe votre statut, vous êtes en face de quelqu'un qui veut vous acheter les droits d'exploitation. C'est ça. Il va vous dire, vous aurez un contrat, il va vous proposer un contrat dans lequel il y aura marqué le diffuseur. Oui. Voilà, donc ce sera, je sais pas, Arte. Hein. Et puis il y aura le producteur. Bon, vous mettrez votre nom en face et vous céderez des droits et vous garantirez que vous avez bien une cession de droit d'auteur. Vous garantirez contre tout recours des personnes apparaissant à l'écran, pour les musiques insérées, etc., etc. D'accord. Mais vous serez en position de producteur simplement. J'espère qu'on a répondu le plus possible à toutes vos questions. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître encore un petit peu complexe, mais on va essayer, je pense, je verrai bientôt par l'UPP une synthèse aussi de toute cette partie. Juste pour rappel, donc à l'INA, on a quand même pas mal de formations aussi qui peuvent vous intéresser si vous allez du côté de la vidéo. Certains connaissent déjà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter aussi, nous sommes plusieurs à être présents là pour vous répondre sur ces sujets. Également sur la partie droit, Frédéric, je pense, pourra aussi vous orienter vers des choses, des formations qui pourraient exister en complément et sur des sujets assez précis. Et puis je vais vous inviter à changer de lieu, mais pas pour aller très loin, pour aller juste à côté, vous inviter à vous réunir autour d'un verre cette fois-ci.